c'est un honneur pour moi, encore une fois, de présenter le sujet qui m'a été confié, étant les aspects cliniques de l'infection à SARS-CoV-2. Donc, je dirais, dans un premier temps, et pour répéter un petit peu certaines données, le Covid-19, maladie virale, certes, causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, initialement considéré, c'est important qu'on revienne vers ces éléments-là, c'est-à-dire que finalement, au début, on disait maladie purement respiratoire, et puis finalement, se retrouver avec, comme quoi, c'était plusieurs organes qui étaient touchés. Tout à l'heure, ça a été bien dit, on reviendra sur les chiffres de l'OMS, c'est-à-dire il y avait des datas initiaux par rapport à l'évolution de la pathologie. Là, c'est les dernières données, donc juillet 2023, avec des chiffres quand même, on reste dans les millions de décès, quand même, et des chiffres de confirmation de cas nouveaux, malgré des politiques un petit peu internationales de vaccination. Et là, on a des chiffres par rapport à ces chiffres de vaccination, pardon. Et on dirait bien que dans les 7 derniers jours, il y a eu quand même 191 922 cas, et quand même nouveaux cas, et c'est des choses qui continuent. Donc finalement, cette pathologie, on est obligé, on s'habituera à survivre et à vivre avec. Je ne pourrais pas parler des aspects cliniques sans parler un petit peu de l'historique de toute cette pathologie, parce que c'est des choses qui s'enchaînent. Donc il y avait initialement ce coronavirus SARS-CoV et aussi bien le SARS-CoV que le MERS au Moyen-Orient. Puis il y a eu secondairement, je dirais, l'avènement de cet coronavirus hautement pathogène nommé SARS-CoV-2, anciennement connu sous le nom 2019 nCoV. Donc il est apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine et s'est rapidement propagé dans le monde entier. Donc on signalait des cas de pneumonie à coronavirus aigu, hautement mortel, et finalement c'est le motif d'admission qui était le plus fréquent au début de la pandémie, c'était la détresse respiratoire, et on retrouvait des patients qui arrivaient en réanimation avec des difficultés respiratoires et qui nécessitaient une assistance au début. On apprenait un petit peu à gérer cette pathologie, mais essentiellement se concentrer sur le volet respiratoire. Mais tout doucement, pour ne pas dire doucement, brutalement, les faits se sont imposés parce que finalement, la pathologie respiratoire était la partie émergente de l'iceberg et derrière ça, il y avait quand même une atteinte systémique vasculaire. Et finalement, les présentations cliniques étaient très variées, multisystémiques. Et finalement, on se disait, on n'est plus seulement dans la maladie virale, mais on est dans une maladie inflammatoire. Donc il y a l'impact inflammatoire et on devine bien un petit peu les orages cytokiniques dont on connaît un petit peu les conséquences. L'entrée du SARS-CoV en général comme coronavirus dans les cellules hôtes humaines, il est médié principalement par un récepteur cellulaire de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et donc cette activation, finalement cette entrée dans l'épithélium des voies aériennes respiratoires, des voies respiratoires plutôt humaines, le parenchyme pulmonaire, l'endothélium vasculaire, cellule rénale, l'intestin grêle, font qu'il y a eu cette expression initialement de la pathologie au niveau respiratoire, mais aussi cette atteinte de l'endothélium vasculaire, l'atteinte rénale, mais aussi la symptomatologie digestive. Donc, signes cliniques les plus courants, donc signalés dans les différentes séries, notamment chinoises, avec au début ces données épidémiologiques qui étaient un petit peu diffusées et publiées, c'est que les premiers signes, c'était fièvre, toux, fatigue, en plus des lésions pulmonaires qui avaient a posteriori cette identification par, c'est-à-dire aussi bien, je dirais, c'est la radiologie ou les images radiologiques, notamment scanographiques a posteriori, qui donnaient, c'est-à-dire qui permettaient d'identifier un petit peu ce qui se passait sur le plan respiratoire et pulmonaire. Là, c'est encore une fois au premier stade de la pathologie. Et certains patients atteints de Covid-19, ils commençaient un petit peu aussi à présenter d'autres signes, notamment neurologiques. Ça a été bien dit là tout de suite par le professeur Malham, c'est-à-dire il faut envisager un petit peu, en retrouvant un petit peu l'historique des données, c'est qu'il faut absolument penser à ces choses-là un petit peu à distance parce que ce virus, on est obligé de survivre avec. Donc ces signes neurologiques, ça peut aller des maux de tête, des nausées, des vomissements, mais aussi, c'est-à-dire que ce virus, il reste confiné dans la voie respiratoire et il peut envahir ce système nerveux central et provoquer des manifestations neurologiques. Par quelle voie, par quel biais? Par voie synaptique vers le centre cardio-respiratoire médial,
nodulaires à partir des chémorécepteurs notamment et des voies respiratoires inférieures. Donc, symptômes les plus fréquents, les plus courants qu'on retrouve dans la littérature, donc vomissement, toux, fièvre, signes digestifs, certes sont les plus fréquents, mais derrière ça, il y avait aussi au début ces maux de tête, parfois même des hémoptysies ou autres, mais encore une fois, ça ne se limitait plus à l'atteinte respiratoire. Je ne sais pas pourquoi, oui, pardon. On n'oubliera pas, ça a été bien dit par notre maître professeur Malham, c'est-à-dire qu'il y a derrière ça, on a cette susceptibilité des individus par rapport à cette pathologie. Finalement, quand on a des terrains de comorbidité, la réaction peut un petit peu, est-ce que ça pourrait décompenser ces pathologies? Certes. Donc ça fera aussi, il faut tenir compte du fait qu'en plus des symptômes un petit peu spécifiques ou non spécifiques de la pathologie, il y a aussi des compensations des pathologies ou des comorbidités associées. Et là, on note bien qu'il y a eu des études, des travaux dans ce sens pour un petit peu détecter ce qui se passait un petit peu chez certains patients, notamment là on décrit un petit peu le BPCO comme terrain. Bon, sur le plan physiopathologique, le Covid-19, là il y a un gradon d'expression, là c'est dans les voies respiratoires. On reste un petit peu dans ce contexte un petit peu de patients qui ont une prédisposition, une fragilité, je dirais, respiratoire. Donc, dans un premier temps, on note bien pour des poumons sains, l'expression la plus élevée se trouve dans du virus s'exprime au niveau de l'épithélium nasal, mais chez les patients un petit peu BPCO, il y aura cette altération chronique des réponses immunitaires, en plus production accrue de mucus, se rajouter un petit peu à cette décompensation de la pathologie elle-même due à cette SARS-CoV-2. Donc finalement, le motif notamment de décompensation, d'exacerbation du BPCO peut être cette infection à SARS-CoV-2 et ça a été tout doucement un petit peu décrit et on a commencé un petit peu à penser au diagnostic quand on recevait ces patients BPCO, alors que quand on voyait ces décompensations, on pensait beaucoup plus à d'autres étiologies en tenant compte des données épidémiologiques un petit peu anciennes et plus connues chez ces patients-là. Donc, certes, quand on m'a confié un petit peu le sujet, j'avais en tête les patients que j'avais dans nos réanimations, mais aussi qu'on recevait. Donc, je dirais bien, ça c'était un petit peu en essayant de résumer un petit peu ce que j'avais en tête, parce que finalement, certes, il y a les données de la littérature, mais aussi on veut partager notre expérience dans la gestion des patients, dans toutes les unités de réanimation je dirais, avec lesquels on travaillait, c'est qu'on dira bien que les aspects cliniques ou les manifestations cliniques de la COVID-19, c'est une atteinte multisystémique. On en a vu des manifestations respiratoires, des manifestations cardiovasculaires, professeur Nona va en parler tout à l'heure, aussi bien thromboembolique, thrombose veineuse profonde, ischémie de membre, mais aussi une manifestation neurologique, ça allait des méningites, encéphalite, thrombophlébite cérébrale, polyardiculonévrite aiguë, manifestation digestive, ischémie mésentérique, ça peut être un tableau révélateur, des hématomes hépatiques et spléniques, il y en a plusieurs, il y a plusieurs séries décrites et on en a eu un petit peu dans nos réanimations, des troubles de la crasse sanguine qui ont révélé quand même des hématomes de psoas, des hématomes spontanés, et notamment, et avec des coagulopathies. On a eu aussi des situations de manifestations cutanées, et là, les équipes du CHU ont eu à gérer des manifestations cutanées, je reviendrai faire ces points-là, mais aussi ces points non négligeables, ça a été bien dit par le professeur Mohamed, c'est le terrain, sur quel terrain surviennent ces pathologies. Voie respiratoire, encore une fois, c'est l'essai principal du SARS-CoV-2 et pour revenir sur ces points-là, donc manifestations cardiovasculaires, tubes digestifs, les reins, cerveau, les yeux peuvent être également affectés par la COVID-19. Là, il y a différentes séries d'études, notamment chinoises, européennes, un petit peu en Italie et en France, avec des publications qui nous ont aidés et qui ont aidé un petit peu à travers le monde à comprendre un petit peu la physiopathologie de l'infection à Covid-19. Manifestations extra-respiratoires, comment les expliquer? Bon, certes, il y a l'atteinte virale directe, mais aussi il y a d'autres mécanismes secondaires, notamment ces patients-là, en plus de cette atteinte du virus lui-même, il y a de l'hypoxémie, il y a une réaction inflammatoire qui est exagérée, il y a un déséquilibre neuroendocrinien, mais il y a d'autres changements physiopathologiques induits par l'infection des voies respiratoires.
D'autres données, c'est que ça s'est confirmé aussi dans les autopsies. Par exemple, au niveau du foie, on a eu il a été décrit une stéatose microvésiculaire, une activité lobulaire et portale qui a été accompagnée d'inflammation. Dans le cœur, il y a eu des infiltrats inflammatoires mononucléaires interstitiels. Donc, mot-clé, c'est l'hyperinflammation ou une inflammation exagérée. Je passe rapidement ce point parce que ça va être détaillé par mon collègue et ami professeur Benouna, c'est que, mais quand même, j'en parle. Donc l'infection Covid-19 pour l'atteinte, par exemple pour l'atteinte cardiaque, il y a l'atteinte directe du virus qui donne ces myocardites, peut donner des syndromes coronariens aigus, une insuffisance cardiaque, des arythmies, voire des états de choc, mais en parallèle, peut y avoir une atteinte indirecte sur un terrain de cardiopathie préexistante avec une déstabilisation de la pathologie et qui peut entraîner des décès. Des décès qu'on a vus, c'était des décès de façon brutale, des morts subites, un patient qui te parlait, puis d'un seul coup, tu n'arrivais pas à le récupérer. Myocardite, donc ça a été, je reviens vers ce point. Vous voyez, on continue à avoir des situations et ça va être confirmé par mon collègue, de myocardite virale, des états de myocardite qui vont révéler ces Covid-19. On se projette un petit peu dans l'avenir. Pour les symptômes neurologiques, ils sont liés à l'hypoxémie, certes, à l'inflammation du cerveau, mais indirectement par ces tempêtes cytokiniques et c'est-à-dire par une altération de la barrière hémato-encéphalique, et ça donne ces situations d'encéphalite virale. En parallèle, il y a eu des complications neurovasculaires et finalement des thromboses veineuses et artérielles. Donc là, on se rappelle bien des situations de thrombophlébite cérébrale et d'AVC ischémique chez ces patients. Donc ça peut être un mode de révélation de la pathologie. Autre fait, c'est que je dirais que ces manifestations neurologiques, on revient vers ce point, c'est-à-dire elles peuvent être légères ou sévères, elles peuvent se manifester soit être un motif initial d'admission ou se manifester en cours d'hospitalisation. Donc on continue à insister sur le fait que dans l'évolution de la pathologie, il peut y avoir ces données-là. Et encore une fois, en retrouvant les données de la littérature, certes, au début, ce n'était pas un petit peu le symptôme qui dérangeait parce qu'on se focalisait sur la symptomatologie respiratoire, mais maintenant, ça peut être, encore une fois, un motif non négligeable d'admission dans les différents services. Par quel mécanisme cette atteinte neurologique? Donc, via le SARS-CoV-2, il pénètre dans le système nerveux central, via l'épithélium olfactif, mais aussi, il peut y avoir une voie hématogène par l'infection de l'endothélium vasculaire cérébral et une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Là, on a trois situations, donc soit une invasion directe, soit l'oral cytokinique, et puis finalement une activation de lymphocytes avec une réponse auto-immune. Ça peut engendrer des processus neurodégénératifs qui peuvent se projeter, qui peuvent entraîner, c'est-à-dire à distance, parce que là, certes, il y a des manifestations à court terme, mais il y en a d'autres qui peuvent se déclarer à moyen, voire à long terme. Et finalement, pour dire, il peut y avoir aussi, dans le cadre du moyen à long terme, des tableaux, c'est-à-dire suite à ces réponses immunitaires aberrantes, à type d'encéphalopathie, lésions de substances blanches, et qui peuvent un petit peu entraîner des conséquences notamment à type de troubles neurocognitifs chez ces patients. Donc, neurologiquement, on peut être dans le tableau anosmiagosie. C'est des tableaux qui peuvent être bénins, des maux de tête, convulsions, confusion mentale, délire, voire coma, avec des complications, je dirais encore une fois, neurodégénératives, c'est-à-dire, et là, c'est important, il y a des registres et qu'il faut bien connaître, notamment au niveau de l'OMS, avec des registres qui suivent un petit peu l'évolution des patients qui ont eu cette infection à Covid. Est-ce qu'il y aurait finalement des complications neurodégénératives chez ces patients? Donc le même item, c'est juste pour revenir sur le fait, cette liaison atteinte neurologique centrale et atteinte respiratoire. Parce que finalement, par une atteinte des chémorécepteurs et une atteinte des centres respiratoires, il peut y avoir
C'est-à-dire que cette atteinte respiratoire ne serait pas vraiment, elle serait secondaire, encore une fois, à cette atteinte neurologique centrale. Autre donnée, c'est les encéphalopathies à Covid-19, avec un aspect clinique radiologique qui reste très hétérogène. Donc, c'est des cas qui sont de plus en plus décrits dans la littérature, encore une fois, soit par voie directe, virale directe ou réaction auto-immune secondaire. Guillain-Barré, on en a vu soit dans le cadre de la Covid en post-vaccination, mais aussi il y a des tableaux dits d'encéphalite immunitaire post-infectieuse, des vascularies du système nerveux central, mais aussi des myélites. Donc là, l'équipe de neurologie, elle est bien rodée par rapport à ces manifestations-là, et encore plus, il peut y avoir ces données-là en post-vaccination. Là, c'est un travail qui a un petit peu essayé de cadrer un petit peu ces manifestations neurologiques. Je parle essentiellement des manifestations neurologiques parce qu'il y a de plus en plus dans la littérature des données par rapport à ceci. C'est-à-dire, phase aiguë, certes, on a ces effets indirects de l'infection, mais il peut y avoir des séquelles neurologiques de cette phase aiguë. Notamment, il y a eu des descriptions de ce qu'on appelle le syndrome post-ICU ou syndrome post-REA, c'est-à-dire que c'est des patients qui gardent des troubles démentiels, des troubles cognitifs. Est-ce que c'est lié directement au virus ou par rapport à ces jours en réanimation notamment, mais aussi des manifestations post-aiguës chez ces patients associées à des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et démographiques. Ces patients peuvent avoir un petit peu soit fatigue et faiblesse, c'est décrit dans 63% des cas, troubles sommeil, anxiété, dépression, dans 23%, difficulté à marcher, mais aussi on peut avoir d'autres data, notamment, c'est-à-dire chez des patients qui ont déjà été hospitalisés pour Covid-19. Là, c'est les encéphalopathies toxiques métaboliques décrites dans la littérature aux alentours de 51%, des convulsions, des AVC aussi, 14%, AVC, des lésions cérébrales ischémiques à raison de 11%, et c'est des choses qui s'instaurent assez rapidement chez les patients après séjour, notamment en milieu hospitalier. Les AVC, ou l'AVC, notamment ischémique, reste la manifestation neurologique la plus fréquente. Et encore une fois, l'intervalle des symptômes peut apparaître entre 1 et 27 jours. C'est-à-dire ce patient qui n'était pas nécessairement admis pour un problème neurologique peut, en cours d'hospitalisation, faire ce problème-là d'accident vasculaire ischémique, d'où l'intérêt un petit peu de développer un petit peu les moyens diagnostiques, et penser au diagnostic et développer les moyens pour le confirmer. Alors, pour le reste, donc, encore une fois, on revient vers un point non négligeable, c'est cette inflammation vasculaire auto-immune post-infectieuse dans la pathogénèse de la maladie ou l'atteinte neurologique au cours de la Covid-19. Donc, c'est des mécanismes, certes, qui donnent des symptomatologies aiguës, mais quand même, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une dysimmunité et des manifestations un petit peu à moyen et à long terme. Atteinte cutanée, donc là je reviens, et l'histoire de la pathologie l'impose, c'est qu'il y a eu des cas en pédiatrie notamment, qui ressemblaient à des manifestations mucocutanées décrites sous forme de PIMS, ou syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, et qui serait Kawasaki-like, avec donc fièvre, manifestations cutanées. Et là, on retrouve bien un petit peu ces tableaux qui révélaient un petit peu ce SARS-CoV-2 ou cette atteinte Covid-19 chez l'enfant. Et là, dernièrement, j'ai assisté à un travail de l'équipe de pédiatrie et réapédiatrie qui était prévu pour publication. Les manifestations un petit peu de PIMS avec des jeunes patients, c'est-à-dire entre 10 mois et 5 ans, qui ont eu besoin d'être intubés pour ces symptomatologies, avec une évolution quand même élogieuse et favorable. Donc là, on a fièvre, dilatation des vaisseaux sanguins conjonctivaux, éruption cutanée, rougeur de l'oropharynx, et qui ne sont pas nécessairement spécifiques. Manifestations certes cliniques, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, c'est les maux de gorge, toux sèche, fièvre, perte d'odorat, perte de goût, essoufflement. Et là, on a un petit peu l'importance dans la littérature sur le plan épidémiologique de chaque manifestation. Donc essentiellement, c'est la toux en premier, la fièvre, donc il peut y avoir certes une association de ces différents symptômes, la dyspnée,
cette douleur ou de la gorge, les céphalées, la rhinorrhée, l'anosmie, la gueusie. Donc ces symptômes qui sont décrits un petit peu par ordre de fréquence dans la littérature. Forme sévère, donc il y a certains critères de sévérité qui ont été bien définis pour acheminement des patients en réanimation notamment. C'est la fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, la SpO2 qui est inférieure à 93% et le rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300 mm de mercure et avec nécessité de ventilation mécanique, les signes de choc, défaillance d'organes qui peuvent nécessiter cette admission notamment en réanimation. Donc là on revient sur des données épidémiologiques, sur l'ordre de fréquence. Et puis, je vais peut-être revenir vers ces éléments, aussi bien chez l'adulte, ces manifestations cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire que là, c'est des équipes essentiellement de dermato, mais ça peut être la motif de consultation dans la médecine de ville, c'est ces manifestations donc à type d'exanthème morbidiforme, roséliforme, des éruptions maculopopuleuses du visage ou urticériennes, ou des érythèmes polymorphes qui peuvent être un motif de consultation du patient et qui seraient, c'est-à-dire une manifestation de la pathologie. Des cas plus dramatiques, c'est les lésions ischémiques périphériques et les engelures, et on en a vu un petit peu en réanimation. Et ces lésions, c'est-à-dire par cette atteinte vasculaire et inflammatoire et les phénomènes microthrombotiques liés à la pathologie. Donc en conclusion, je dirais que SARS-CoV-2, certes, il y avait initialement ce volet respiratoire, cette atteinte respiratoire qui était la manifestation clinique la plus importante initialement, mais on n'oubliera jamais cette atteinte, que l'atteinte elle est plutôt multisystémique. Mécanisme, ça peut être dû au virus directement, certes, mais n'oublions pas l'importance de l'orage cytokinique. Les manifestations cliniques, certes, elles sont multiples, mais elles peuvent d'emblée être sévères et engager le pronostic vital. L'importance des registres nationaux et internationaux, parce que finalement, ces patients, aussi bien avec symptômes neurologiques, respiratoires ou autres, on doit absolument les identifier et faire un registre aussi bien national et international. Et là, je vous renvoie vers le site de l'OMS où il y a un petit peu un screening de toutes ces données-là. Donc il y a des présentations cliniques atypiques en fonction du terrain. Et puis, n'oublions pas les particularités pédiatriques. Je vous remercie.